Bonjour, j'ai imaginé vous présenter ce projet sous la forme de questions-réponses et ai également invité des intervenants qui ont participé à ce projet. Comment ce projet est-il né? En quoi consiste-t-il? Le projet associe la recherche en histoire, en musicologie et la création artistique. Son principal objectif est de mettre en valeur un patrimoine musical romain, celui du XVIIIe siècle, qui reste encore peu connu, en organisant des concerts. Les œuvres musicales choisies pour ces concerts appartiennent toutes au répertoire vocal sacré. Cette initiative s'inscrit dans la suite de la thèse de doctorat que j'ai menée en cotutelle entre l'Université d'Aix-Marseille et l'Université de Rome La Sapienza. Cette thèse était consacrée au métier de la musique à Rome et aux pratiques musicales. J'ai notamment analysé les lieux de la musique à Rome, et ces lieux étaient bien spécifiques à plusieurs titres, mais communiquaient les uns avec les autres pour former un système urbain. Je me suis intéressée aussi au déroulement des carrières, en reconstituant notamment des parcours biographiques. À partir d'archives variées, j'ai voulu reconstituer les conditions sociales des musiciens en m'attachant en particulier aux hiérarchies, aux revenus, aux mobilités et aux protections. La connaissance des pratiques musicales a permis de mieux saisir les possibilités de création et d'interprétation musicale. Cette dynamique m'a alors incité à construire le paysage sonore urbain à partir de sources musicales à disposition. Cette envie a abouti à la réalisation d'un premier concert qui a eu lieu le 14 novembre 2015. Comment les programmes sont-ils construits? À quel objectif répondent-ils? Tout d'abord, l'idée est de valoriser les compositions de musiciens qui ont marqué la seconde moitié du XVIIIe siècle, période qui est souvent délaissée par les historiens de la musique, injustement à mon avis. Pour connaître les musiciens qui occupaient le devant de la scène, l'historien peut se rapporter à diverses sources, en particulier des périodiques ou bien des récits de contemporains comme les récits de voyage. C'est par exemple en m'intéressant à l'opinion d'André Modeste Grétry, compositeur liégeois, qui a effectué un séjour à Rome dans les années 1760, que je me suis intéressée aux compositions de Giovanni Battista Casalli, Giovanni Battista Costanzi et Antonio Auresicchio. En effet, Grétry, dans ses mémoires, indique que ce sont les musiciens les plus en vogue. D'autres sources consultées au cours de ma recherche, des sources institutionnelles ou bien littéraires, confirment cette position hégémonique. Au cours du XVIIIe siècle, on assiste à une recomposition du paysage musical urbain. La désaffection pour la musique sacrée fragilise le marché musical urbain, mais la ville se convertit progressivement au spectacle profane, en particulier à l'opéra. Ces évolutions ne sont pas sans conséquences sur l'offre musicale urbaine, en particulier celle de la musique sacrée. L'objectif de ces concerts est justement d'entendre les spécificités de ce siècle dans son intégralité et d'observer les éventuelles évolutions et modifications. Comment choisissez-vous les œuvres musicales?
Les partitions utilisées pour ces concerts sont localisées dans des dépôts d'archives romains en priorité, mais peuvent aussi venir d'autres villes italiennes, voire européennes. Pour constituer le programme du premier concert, organisé le 14 novembre 2015, ce sont les partitions provenant des archives des chapelles musicales romaines qui ont été privilégiées. Un certain nombre d'entre elles ont été trouvées dans les archives de la congrégation de l'oratoire de la Chiesa Nuova à Rome. L'église de la Chiesa Nuova disposait d'une chapelle musicale très dynamique et prestigieuse au XVIIIe siècle. D'autres partitions ont été repérées à Bologne, dans la bibliothèque de la musique. La recherche des partitions s'est faite en 2 temps. La première était consacrée à la sélection de partitions qui répondaient à des critères spécifiques. Le titre, mais également la formation musicale. Il était essentiel de penser à un programme musical riche et varié, de penser à des formes musicales différentes, pour chœur seul, pour chœur et soliste, pour soliste seul. Dans un second temps, il a fallu analyser les partitions pour juger de leur véritable intérêt musical. L'aide d'Alessandro Quarta, spécialiste de la musique romaine, a été en cela précieuse. Pourquoi la forme concert-conférence? La forme du concert-conférence répond parfaitement à un objectif pédagogique qui me semble essentiel. Elle offre des temps de parole pendant lesquels on donne des éclairages sur le contexte historique dans lequel les compositions ont été exécutées. Il est nécessaire de fournir des éléments d'explication au public pour qu'ils comprennent ces musiques et qu'ils perçoivent leurs évolutions. Ces éléments servent à contextualiser les œuvres musicales, à éclairer leur contexte de production et à restituer leur place dans l'histoire de la musique. L'auditeur, guidé par les conférenciers, peut alors mesurer l'évolution du répertoire musical. Par exemple, au cours de la conférence, Alessandro Quarta a donné des explications d'ordre musicologique. Il a notamment donné des clés d'explication sur les styles musicaux ou les techniques de composition. Nous voyons les Gloria Patri, que c'est la doxologie, la partie finale de chaque psaume, et nous voyons que la première partie, les sopranos, chantent Gloria Patri dans l'intonation grégorienne, et après nous l'écoutons avec toutes les voix, et c'est aussi une très bonne manière de connaître comment il harmonisait les chants grégoriens de le psaume, aussi avec l'orgue. De mon côté, j'ai plutôt donné des éclairages sur le contexte social et culturel de Rome au XVIIIe siècle, en partant de sources variées. Je me suis appuyée sur des sources d'époque, des récits de voyage, des récits de contemporains, des périodiques ou bien des documents iconographiques ou cartographiques. Autour de cette spécificité. Si les compositeurs dont on va entendre les pièces ce soir appartiennent effectivement tous au XVIIIe siècle, ils n'ont pas exercé leur profession dans les mêmes contextes sociaux et économiques. Les évolutions qui ont traversé le siècle ont eu un impact sur les compositions mêmes et sur les carrières de ces compositeurs. Ces différents contextes de production expliquent en partie la diversité des formes et des structures des œuvres que vous allez entendre ce soir. Et également, les profils des carrières des compositeurs évoluent concomitamment aux évolutions du siècle. Pourquoi avoir mis en place cette collaboration musicale? C'est finalement la vie et les rencontres qu'elle offre parfois qui a rendu possible ces échanges musicaux. J'ai rencontré Alessandro Quarta en 2010 à l'occasion de séjours que j'ai effectués à Rome pour mes recherches. J'ai alors plusieurs fois chanté sous sa direction. Depuis 2013, je chante sous la direction de Marie-Laure Tessèdre au sein de l'ensemble MLT. J'apprécie la sensibilité musicale de ces deux chefs et ai pu observer à plusieurs reprises leur envie et leur besoin de partage et d'échange.
C'est donc tout naturellement que l'idée est venue de les faire se rencontrer et de les associer autour d'un projet commun. Arrivé au terme de mes recherches doctorales, je me suis dit que l'occasion était venue d'organiser cette rencontre autour d'un répertoire qui m'était cher. Par ailleurs, il me semblait utile et enrichissant pour les chanteurs d'MLT de rencontrer et de travailler sous la direction d'Alessandro Quarta, spécialiste de la musique romaine. Cet échange a été bien plus qu'une simple rencontre musicale. Elle s'est révélée être aussi une belle aventure humaine. Dans quelle mesure cette manifestation valorise-t-elle un doctorat ? Alors ce spectacle est fondé, ancré sur un travail de recherche qui est la thèse qu'Élodie Auriol a achevée l'an dernier. Et c'est une thèse qui se situe à la croisée de l'histoire sociale, celle des métiers de la musique, de l'histoire urbaine, avec une attention soutenue aux lieux, aux institutions, qui dessine le cadre de contraintes et de possibilités pour la création et l'exécution musicale, et bien sûr l'histoire de la musique, c'est-à-dire les œuvres, les répertoires, les compositeurs, resitués, replacés dans leur contexte de production. C'est précisément un travail approfondi de ce type qui permet à la fois, d'un côté, d'enrichir la performance musicale, d'autre part, de diffuser à cette occasion, à l'occasion de ce type de spectacle, auprès des plus grands publics, des contenus culturels, des contenus patrimoniaux qui viennent permettre de donner à comprendre la musique. Donc c'est un spectacle tout à fait innovant qui permet de faire entendre de la musique et aussi de la donner à comprendre, qui s'adresse aussi bien au sens qu'à l'esprit. Et c'est en ce sens-là qu'il est tout à fait complet et intéressant pour une valorisation de la connaissance historique. Pourquoi la Fondation Aix-Marseille Université a-t-elle accepté de soutenir ce projet ? Ce projet de conférence-concert a été soutenu par la toute nouvelle fondation d'Aix-Marseille Université, puisque la fondation est née en mars 2014, et cela dès son premier appel à projet. Pourquoi ? Parce que ce projet répond sur plusieurs points aux objectifs de la fondation, qui sont essentiellement d'accompagner le développement de deux axes majeurs d'Aix-Marseille Université, à savoir l'interdisciplinarité d'une part et le transfert des connaissances d'autre part. Eh bien, ce projet, en créant des passerelles entre la recherche historique et la création artistique, en permettant de nouer des partenariats entre l'université d'un côté et de l'autre des institutions, des acteurs du monde de la culture, en proposant pour un public élargi un spectacle innovant, mis en œuvre par des ensembles musicaux professionnels, donc en sollicitant des partenariats nouveaux, en s'adressant à un grand public, permet de participer à cet accroissement de la visibilité d'Aix-Marseille Université et de concourir aussi à sa politique culturelle. En quoi ce projet est-il intéressant pour un chef de chœur ? Ce projet permet d'imaginer et d'élaborer de nouvelles formes de diffusion musicale. L'éclairage et l'ancrage historique me paraissent être une porte d'entrée intéressante et judicieuse pour aborder, travailler, s'approprier et s'imprégner, puis présenter et interpréter cette musique. C'est en même temps une démarche pédagogique de construction et de transmission qui fait partie de notre métier de chef de chœur. Il permet à des publics plus variés de s'y intéresser. Des étudiants en musique, mais aussi en histoire, en lettres, des chercheurs, ou simplement toute personne intéressée par l'originalité de la formule conférence-concert, où l'aspect visuel et pédagogique est attractif.
Ce projet est aussi riche par les rencontres qu'il engendre, de milieux professionnels différents. Chacun, par son langage, son approche, contribue à créer un échange varié et nourrissant pour la chef que je suis. Il est d'autant plus intéressant de confronter et de s'enrichir au contact d'un autre chef avec le respect de notre perception et de notre sensibilité. Qu'apporte un tel projet au chœur MLT? C'est la mise en valeur du travail de recherche d'une historienne, chanteuse de l'ensemble MLT. C'est donc une forme d'accompagnement dans sa démarche de réalisation pour faire entendre des partitions retrouvées et que vont se réapproprier ensuite ces jeunes chanteurs professionnels. Une forme de transmission chère à mon projet. Cet intérêt que je porte aux compétences autres qu'interprètes de l'ensemble MLT, c'est aussi pour laisser aux chanteurs la place d'exister, de proposer, de construire ensemble ou d'échanger. Que ce soit de l'ordre de la recherche, de la pédagogie, du théâtre ou de tout autre domaine. Ce partage de compétences permet de les associer au projet artistique des MLT. Une façon autre de s'épanouir autour d'un même objectif qui est de chanter et de créer ensemble. Ce projet permet aussi d'offrir de nouvelles expériences aux chanteurs. En l'occurrence, rencontrer et travailler avec un chef spécialiste de la musique italienne, tout en découvrant du répertoire. Les chanteurs sont non seulement des interprètes de ces musiques, mais aussi les acteurs d'un projet global. Quel est l'intérêt du rapprochement entre la recherche et les arts pour le laboratoire TELEM? La collaboration entre le monde de la recherche, notamment en sciences humaines et sociales, et le monde de l'art est à la fois récent et d'actualité, ô combien d'actualité. Alors récent dans la mesure où cela donne lieu à colloques, à réflexions, à séminaires depuis, à ma connaissance, le début des années 2010. Déjà par cette approche ou interdisciplinaire en l'occurrence, ce projet intéressait beaucoup TELEM. En outre, c'est un mode de construction d'une connaissance historique sur ce monde des musiciens du XVIIIe siècle romain, qui est une approche sensible de la connaissance et de la construction de la connaissance. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup TELEM, ces aspects un peu non académiques ou qui complètent la recherche académique de restitution du passé et de connaissance sur le passé. C'est toute la question de la restitution et de l'interprétation qui est posée, qui évidemment concerne aussi bien le musicien, le chanteur que le chercheur. Et donc, pour cette raison-là aussi, c'est quelque chose de tout à fait novateur et qui doit être développé, me semble-t-il, dans le cadre des sciences humaines et sociales en particulier, et qui pourrait déboucher sur une forme de recherche appliquée dans ces domaines-là. Quel est l'intérêt d'un tel projet pour les chanteurs ? De mon point de vue de chanteuse, ça a été une expérience très positive. Ça a été une vraie belle rencontre avec Alessandro Quarta. C'est quelqu'un qui est très érudit, qui a aussi beaucoup de bienveillance, qui apporte son savoir tout en laissant, j'ai trouvé, au chanteur une grande liberté. C'était un vrai plaisir de le rencontrer, de pouvoir travailler avec lui. Travailler cette musique sous l'angle historique, ça a été pour moi une découverte. C'était la première fois que j'étais amenée à travailler avec des gens qui ont ces connaissances-là, qui travaillent la musique par ce prisme. J'ai trouvé que ça apportait une autre lecture de la musique.
Je trouvais que ça pouvait aussi nous aider à développer, par exemple, l'imaginaire ou ce genre de choses, d'imaginer comment la musique se faisait à Rome à cette époque-là, comment ils vivaient ou s'appropriaient la musique.